Coucou, on se retrouve pour une dernière vidéo 2024 sur cette chaîne parce que je voulais vous faire un petit récap de mes lectures préférées de cette année. J'ai sélectionné 5 romans et j'ai hâte de vous les partager. C'est parti! Alors, j'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos de classement de livres. J'ai commencé l'année dernière quand je suis arrivée sur le Bookstagram. J'avais fait déjà mon top 3 de mes livres préférés en 2023. Et donc, comme j'avais pas encore ma chaîne YouTube, je vous redonne juste rapidement le classement pour faire honneur à ces livres qui m'avaient beaucoup plu l'année dernière. Alors, en numéro 3, j'avais mis la série Blackwater. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler de cette série, voilà, qui était en 6 tomes. Si on peut parler de tomes, parce que bon, ils sont quand même assez fins. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une famille, ou plutôt d'un clan, qu'on appelle le clan Casquet, qui vit à Perdido, c'est une petite ville au sud de l'Alabama. Et donc dans le premier tome, qui s'appelle La Crue, justement, il y a une crue qui ensevelit la ville. Et apparaît en même temps que cette crue une femme mystérieuse qui s'appelle Elinor. Et cette femme va en fait rentrer dans la famille Casquet et ça va être à l'origine de énormément de changements et de bouleversements et de choses un peu surnaturelles dans cette famille. Et donc justement dans cette série, on suit toute l'évolution donc de ce clan. Avec le tome 1, on découvre par exemple des enfants qui à la fin sont devenus des adultes et on suit vraiment toute leur histoire. J'avais trouvé ça hyper chouette par rapport à l'époque à laquelle ça avait été écrit, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui sont extrêmement forts dans cette histoire. Et donc c'est un peu de l'horreur, mais c'est en même temps très marrant. Enfin, moi je m'étais beaucoup marrée à le lire, tellement il y a des personnages loufoques, des situations absurdes. Et puis j'avais évidemment, comme beaucoup de gens, bien kiffé les couvertures que je trouve vraiment super chouettes. En numéro 2, j'avais mis la saga Absolue de Margot Dessen. Alors du coup j'ai lu, l'année dernière j'avais lu le tome 1, qui s'appelle Les Mobilisés. Depuis, j'ai lu aussi Les Effacés. Et là, il me reste le tome 3. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, j'ai vraiment hâte de terminer cette saga. Donc là, on est dans du young adult, dystopique, dans une ville de Pologne futuriste où il y a une zone, ce qu'on appelle une zone, où il y a une chose à l'intérieur qui est un monstre qu'il faut éliminer. Et chaque année, il y a des mobilisés qui sont censés rentrer dans cette zone où on ne sait pas ce qui se passe pour essayer de détruire cette chose. C'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs dans le roman. Et donc nous, on va suivre une génération qui rentre dans la zone. Et contrairement aux autres années, ça va se passer différemment cette fois-là. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette saga. Enfin, je ne l'ai pas fini, mais je suis sûre que je vais aimer le tome 3. Et c'est pour ça que ça avait été dans mes coups de cœur. Et mon number one de l'année dernière, c'est toujours Le Retour de Saint de Maëlpo. C'est une duologie fantastique. Et j'avais été subjuguée par l'univers, vraiment. C'est un système avec plusieurs astres, où chaque astre correspond à un peuple, qui vivent donc qui vivent tous au même endroit, mais avec des codes et des coutumes différentes. Et donc ça commence avec un astre justement qui a disparu, qui est mort, qui est l'astre de Sa'in, donc justement le retour de Sa'in. Et notre héroïne, elle va être en fait choisie pour essayer de libérer cette malédiction, de sauver ce monde de cette malédiction. Et vraiment, c'est hyper poignant et j'ai adoré cette lecture. Voilà, il y avait 2 tomes, c'est vraiment génial. Et j'ai lu j'ai lu tous les livres de Maëlpo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais vraiment celui-ci, ça a été mon préféré. Et donc voilà, number one, Le Retour de Saint. Bref, nous on est là quand même pour parler de lecture 2024. J'en ai sélectionné 5. C'est parti. Et on commence par Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Moi j'avais également lu un autre livre de cette autrice il y a quelques temps qui s'appelle Porcelaine sous les ruines. C'est avec un autre nom d'autrice qu'elle a écrit celui-ci, qui est une romantaisie. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là qui raconte l'histoire de 2 jumelles qui ont des pouvoirs magiques, qui sont considérées comme des sorcières, et que la vie, en fait, elles sont très différentes, et la vie les a séparées, et elles se retrouvent des années plus tard à la mort de leur mère, et elles rattrapent un petit peu ce passé. Je ne veux pas trop en dire sur l'histoire, parce qu'en fait, je trouve que la magie, c'est vraiment justement l'imagination de l'autrice. C'est un univers qui est complètement singulier, vraiment, que je pourrais associer à aucun autre livre, tellement c'est très particulier. Et la plume, elle est très poétique aussi. Donc j'ai beaucoup aimé me plonger dans ce roman. Je vous le conseille vivement. Alors comme j'ai pris mon carnet de citations, c'est l'endroit où je marque toutes les citations
des livres que j'ai lus pour garder une petite trace. Du coup, j'ai décidé de vous lire une citation pour chaque livre. Donc, on commence par Du thé pour les fantômes. On parle donc, cette citation, elle évoque en fait à propos des deux sœurs, deux aspects différents de leur personnalité. Chacune croit bien sûr avoir raison. L'une parce que, depuis toujours, elle vit avec la vérité, et l'autre parce qu'elle sait. Les gens qui doutent le moins sont infailliblement ceux qui se trompent le plus. En 4e position, j'ai mis Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc moi, je l'avais en format poche. Et donc en fait, ça c'est le tome 1 qui a été coupé en 2 parties parce que c'est vraiment une grosse brique. Voilà, au début, j'étais pas sûre d'aimer, donc c'est pour ça que j'avais choisi plutôt le format poche, pour une question de prix. Et finalement, j'ai kiffé de fou l'histoire. C'est de la fantaisie. Alors là, ça serait très compliqué de faire un résumé. En plus, moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'aurais du mal à vous donner quelque chose de très clair, parce que c'est un monde forcément fantastique, avec des dragons, avec plusieurs royaumes, et on suit des personnages qui ne sont pas dans les mêmes royaumes, mais forcément, tout à la fin, tout se croise et tout converge vers un point central. Et j'ai vraiment kiffé. Il y a une romance dedans, une romance lesbienne. Et j'ai vraiment trouvé l'univers, l'écriture, les intrigues, les aventures qui se passent dedans hyper prenantes. Et donc, après avoir fini la partie 1, j'ai direct enchaîné avec la partie 2 parce que je voulais vraiment découvrir l'intégralité de cette histoire. Voilà. Dans le livre de citations pour le prieuré de l'Oranger, j'ai donc choisi une citation qui était dans la partie 2 et qui, je trouve, représente bien la force du roman qui est entre la réalité, enfin ce qui se passe vraiment, et le pouvoir des mythes dans une histoire. Et donc justement la citation c'est « Quand l'histoire est incapable de déterminer la vérité, les mythes se chargent d'inventer la leur ». Voilà. En 3e position, j'ai mis la saga Les Enchantresses de Sophie Gliokas, ou Gliokas, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est une histoire en 4 tomes qui va suivre 3 ados qu'on appelle les Enchantresses parce qu'elles vont donc elles vont découvrir un grimoire à Brocéliande en Bretagne qui va leur donner des pouvoirs magiques et donc elles vont être des enchantresses. Et donc on suit leur évolution en fait toute leur adolescence puisque ça commence, elles sont en seconde, ensuite elles sont en première, ensuite il y a un été, puis elles terminent en terminale. Et vraiment j'ai adoré. Alors le premier tome il est assez jeunesse, enfin, ce qui est normal, hein, elles ont 16 ans, donc voilà. D'ailleurs, le livre avait été dédicacé à un salon du livre par l'autrice. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que je voulais voir comment ces personnages allaient évoluer en maturité, comment elles allaient grandir. C'est des personnages qui ont été super bien construits par l'autrice. Et j'ai adoré me replonger. En fait, le premier tome, au début, je me suis dit, bon, c'est un livre un peu jeunesse, c'est ce que je disais quand j'étais au lycée, ça fait un peu bizarre de se replonger dedans. Et puis, arrivé dans le tome 2, ça m'a fait trop du bien de me... C'est une époque lycée, etc. Donc c'est assez loin de ma réalité maintenant, mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir m'y replonger. Ça m'a rappelé des souvenirs, etc. sur l'adolescence. Je trouve que les états d'âme des ados, elles sont très bien décrites. C'est un roman qui parle évidemment de sororité, qui est féministe. Et si les jeunes de nos jours pouvaient avoir ce type de livre pour se construire, je pense que ça serait vraiment super. Donc voilà, j'avais envie de lui donner une bonne place dans mon classement parce que j'ai adoré me plonger dans cette histoire. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu le 2, j'ai enchaîné le 3 et 4 à toute vitesse parce que je voulais vraiment tout lire. Alors, j'ai ressorti le carnet de citations pour Les Enchantresses. J'ai choisi une citation qui est dans le tome 1. C'est donc une des 3 jeunes filles qui dit ça, Lizig, qui est celle qui est considérée comme la fille facile, hein, je mets des guillemets évidemment. Et donc justement, à un moment, il y a un passage que j'ai trouvé hyper fort, où elle dit « On ne pleure pas les filles comme moi, sauf quand elles sont mortes. Parce qu'on les préfère mortes, elles servent d'avertissement aux autres filles pour qu'elles se tiennent à carreau. » En 2e position, j'ai mis 6 mois par an de Clara Duarte. J'ai adoré ce roman, vraiment. En fait, c'est une histoire d'amour lesbienne, là aussi, entre Anna et Ro. Et l'histoire débute en fait quand Anna et Ro se rencontrent, elles tombent amoureuses, etc. Mais Ro semble tout d'un coup disparaître, c'est-à-dire qu'elle n'a juste jamais existé et elle est effacée de la réalité. Et en fait ça se reproduit 6 mois par an. Donc il y a 6 mois où elle existe, 6 mois elle n'existe pas. Et donc c'est cette histoire qui se construit avec cette bizarrerie
que le personnage principal, donc Anna, va essayer de décortiquer pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle disparaît 6 mois par an et pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus pendant une partie de l'année. Donc je trouvais que l'intrigue était hyper originale, donc on est hyper accroché parce qu'on veut savoir ce qui se passe. L'histoire d'amour est super mignonne et à la fois, un peu comme dans Les Enchantresses, on est dans la tête d'une adolescente, donc effectivement il y a un côté un peu jeunesse quand on lit, c'est vraiment, on est dans la tête de l'ado, donc c'est une écriture qui est un petit peu familière, etc. Et pour autant, j'ai trouvé que du coup on était vraiment plongé dans l'histoire et qu'il y avait des très beaux passages aussi sur justement l'adolescence, sur certaines thématiques, donc j'ai vraiment kiffé. Voilà, donc je la mets en 2e position. Pour 6 mois par an, la citation c'est donc... pas un spoil puisque c'est ce que je vous ai donné dans le résumé. C'est le moment où elle découvre que Ro a disparu. Donc, Ro avait disparu. En réalité, elle n'avait pas disparu. On ne peut pas disparaître sans apparaître d'abord. Ro n'était jamais apparu. J'ai fini par décider que le terme correct était éliminé. Parce que quand les choses s'effacent, elles laissent des traces. Ro n'en avait laissé aucune. Voilà. Et il y a une 2e citation aussi que j'aime bien, que je trouvais trop mignonne. C'est qu'à un moment, elles sont toutes les deux, et donc Anna lui dit « Est-ce que tu crois que je suis ta petite amie ?» Et Ro lui répond « Je ne sais pas, mais je pense que tu m'as un peu gâché les autres êtres humains. » En fait, je ne sais plus qui dit ça, peut-être que c'est l'inverse, mais voilà, je trouvais ça trop mignon comme citation. Et donc, en première position, on retrouve ce roman, Celle qui devint le soleil, de Shelley Parker Chan. Ça a été une histoire mais incroyable. En fait, ça se passe en Chine en 1345, pendant la domination mongole en Chine. Et donc, ça commence avec l'histoire entre une fille et son frère, qui sont très jeunes, où le garçon est promis un très grand avenir, à grandeur. On lui conte qu'il va devenir un grand personnage historique, et la fille, elle est destinée à rien, en fait, au néant, elle n'a pas d'avenir. Et donc sans trop vous spoiler, mais bon, c'est comme ça que ça commence. Le garçon ne survit pas à un drame qui arrive dans leur famille, et donc elle décide de prendre sa place pour voler son destin de grandeur. Donc on a un peu une revisite de Mulan, puisqu'elle va donc se faire passer pour un garçon, et puis à partir de là, on va la voir grandir et évoluer dans plein de sphères différentes jusqu'à arriver très haut au pouvoir, en fait. Et c'est vraiment... en termes d'aventure et d'univers, c'est hyper intéressant et hyper original. Et au niveau des personnages, ils sont hyper bien construits, hyper intéressants. Ils ont leur part d'ombre et de lumière, chacun d'entre eux. Et donc voilà. Et puis les couvertures sont vraiment super jolies. Donc là, c'est le tome 1, Celle qui devient le soleil. Et le tome 2, c'est Celui qui noya le monde. Voilà. Et donc il y a vraiment une question centrale dans tout le roman, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour gagner le monde et pour avoir sa destinée. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Il y a des scènes de combat, je pense que c'est les meilleures scènes de combat que j'ai jamais lues dans un livre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une bataille, c'est un chapitre entier qui ne raconte que la bataille, et j'étais à fond dedans. J'avais l'impression de le voir comme si j'étais au cinéma ou en train de le regarder à la télé, tellement c'était précis, détaillé, et tout était hyper visuel et compréhensif, alors que en tant qu'autrice, je sais à quel point c'est difficile d'écrire des scènes de combat, de détailler les gestes, etc. Enfin, c'est très compliqué à faire. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est super bien décrit. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, j'ai vraiment adoré. Et donc, dernière citation pour Celle qui devint le soleil, donc c'est le tome 1. Zhu s'aperçut qu'elle voulait que cette empathie farouche subsiste dans le monde. Pas parce qu'elle la comprenait, mais parce qu'elle ne la comprenait pas, et pour cette raison, elle lui semblait précieuse. Ça, j'aimais bien cette citation parce que Zhu a en fait très peu d'empathie, mais elle va rencontrer une personne qui, elle, en a beaucoup, et et grâce à elle, elle va réussir à s'en servir pour régner, pour dire que il n'y a pas que le pouvoir qui permet de grandir, en quelque sorte. Voilà. Et je vous ai trouvé aussi une citation dans le tome 2, c'est donc Celui qui noya le monde, et qui met justement en lumière la notion de désir, qui est beaucoup questionnée dans le roman, à savoir qu'est-ce que l'on veut, et est-ce qu'on le veut au point de sacrifier des choses, et est-ce que le sacrifice valait le coup au final. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans les 2 tomes et beaucoup autour de tous les personnages. Donc la citation c'est « Pour souffrir à ce point, assez pour transformer le monde en un reflet de sa douleur, de son malheur et de son désespoir, il fallait avoir aimé un jour. Il régnait sur le monde,
mais ce n'était pas ce qu'il avait désiré. Et voilà pour cette vidéo de mes lectures préférées de 2024. Si vous les avez lues ou si vous comptez les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous!